Si on parle d'ingérence armée humanitaire ou responsabilité de protéger par la force armée, on peut distinguer deux cas. Le cas où ce sont des interventions armées qui se font par un État ou par un groupe d'États hors du cadre des Nations Unies. Donc, je vais dire un mot très brièvement. Et puis ensuite, celles qui se passent sous l'égide des Nations Unies. Alors dans le premier cas, je dirais qu'elles sont essentiellement prohibées par le droit international, en particulier par la Charte des Nations Unies. Bon, cela dit, je vais quand même citer l'article 2 de la Charte, qui est le suivant. Il nous dit que les États membres des Nations Unies s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Alors les partisans de l'ingérence humanitaire, y compris en dehors du cadre des Nations Unies, expliquent que selon eux, s'il y a intervention humanitaire, s'il y a une intervention à but humanitaire, pour reprendre cet article, elle n'est pas dirigée, disent-ils, contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'État attaqué, et elle est compatible avec les buts des Nations Unies, qui sont de protéger les populations, respecter les droits de l'homme, etc., etc. Bon, je ne vais pas avoir le temps ici de développer cette thèse, en tout cas, bon, qui paraît, bon, je dirais simplement qu'en fonction de l'ensemble des règles des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies, cette thèse-là est quand même difficilement défendable, et dans la période récente, elle a laissé la place à l'idée que les interventions armées, disons à but dit humanitaire, devraient se faire dans le cadre des Nations Unies. Et à ce propos, même les États, et je vais en donner des exemples, qui continuent à commettre des ingérences armées dites ou présentées comme humanitaires, qui sont très largement en dehors du cadre des Nations Unies, eux prétendent toujours, ils affirment toujours agir essentiellement dans le cadre des Nations Unies. Alors le premier exemple qui est classique, c'est celui de l'attaque menée par l'OTAN contre la Serbie en 1999. Vous vous en souvenez, c'était à propos du Kosovo, donc pour des raisons présentées comme humanitaires. Et c'est une attaque donc, qui a pris la forme d'une campagne de bombardement contre la Serbie pendant 3 mois, qui a causé de nombreuses victimes civiles et destruction. Alors ça s'est passé de la manière suivante, et ça c'est un cas qui est typique, j'y reviendrai de tout ce qui s'est passé depuis les années 90 jusqu'à nos jours. D'abord, les pays occidentaux ont eu recours aux Nations Unies et ont effectivement obtenu, fin 98, une résolution du Conseil de sécurité, sous le chapitre 7 de la Charte, sur lequel on reviendra, une résolution qui menaçait, je dis bien qui menaçait la Serbie de conséquences graves, y compris les militaires, si elle n'obéissait pas à un certain nombre d'exigences que lui adressait le Conseil. Voilà, donc ça, cette résolution existe. En revanche, il n'y a pas eu de résolution ultérieure décidant l'emploi de la force, tout simplement parce que certains membres du Conseil de sécurité, en particulier la Russie, membre permanent avec droit de veto, y étaient opposés. La Russie considérait que la Serbie avait largement obéi aux exigences du Conseil et qu'il fallait poursuivre dans la voie diplomatique. Bon, les pays occidentaux, eux, ont décidé c'était leur décision, que la Serbie n'avait pas satisfait les exigences du Conseil et que la résolution précédente leur donnait, selon eux, donc le droit d'intervenir militairement, ce qu'ils ont fait donc, dans cette attaque donc, en 99 contre la Serbie. Alors, la question, est-ce que cette attaque était légale ou s'agissait-il donc d'une agression, d'une guerre d'agression contre la Serbie? A priori, elle s'est passée d'ailleurs, elle n'a pas respecté les règles prévues dans la Charte pour des actions militaires sous l'égide des Nations Unies. On peut très largement considérer, c'est ce qu'a d'ailleurs reconnu implicitement le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, qu'il s'agissait d'une intervention armée illégale. C'est-à-dire, donc, les pays occidentaux, je l'ai dit, ont une opinion différente, et les pays occidentaux ont été confortés dans leur point de vue, dans leur thèse, par le fait que le Conseil de sécurité n'a pas condamné cette guerre, et au contraire a, par la suite, entériné ses conséquences. Alors que c'est le premier devoir, bien sûr, du Conseil de sécurité, d'intervenir, de condamner une guerre d'agression, et de prendre des mesures correspondantes. C'est vraiment sa première fonction. Donc ça a conforté les pays occidentaux dans l'idée, dans la thèse qu'ils présentent, qu'ils ont agi, selon eux, essentiellement dans le cadre des Nations Unies. Alors du point de vue du droit, il y a d'ailleurs, et on parlait de la justice il y a un instant, il y a une question très intéressante à propos de la Serbie, c'est que, à propos de cette attaque donc, que je viens de mentionner, c'est que la Serbie a porté plainte devant la CIJ
Alors CIJ, c'est Cour internationale de justice. Alors, je précise pour les non-spécialistes que la Cour internationale de justice est un organe des Nations Unies créé par la Charte en 1945, à distinguer donc soigneusement de la Cour pénale internationale qui a été créée en 1998 par un accord, par un traité entre États, auquel 114 États adhèrent aujourd'hui. Bien. Alors, le rôle de la CIJ est double. D'une part, elle peut prononcer des avis consultatifs non contraignants sur certains, si elle est saisie d'une question juridique sous certaines conditions. Donc, on reparlera, je mentionnerai plus tard, donc l'arrêt, elle a par exemple prononcé, non pas un arrêt, excusez-moi, un avis consultatif non contraignant sur le mur en Cisjordanie occupé, un mur qu'elle a déclaré illégal, avec les conséquences depuis une dizaine d'années que vous avez vues, les conséquences concrètes qu'a entraîné cet avis consultatif. Mais elle a un autre rôle qui est de prononcer des arrêts qui, eux, sont en force exécutoire dans le cas de conflits entre États et en particulier de conflits armés. Alors, il est vrai qu'il y a pour ça une condition restrictive assez forte. Il faut qu'elle soit saisie par un État membre des Nations Unies, qui peut être donc l'État qui se considère comme victime d'agression en particulier, mais il faut que les autres États impliqués acceptent sa compétence. Alors les États-Unis n'acceptent pas, en revanche les pays occidentaux européens l'acceptent par principe. Donc la CIJ pouvait juger, donc, pouvait donner suite à la plainte de la Serbie. Alors il y a eu plein de manœuvres dilatoires, je passe sur les détails, de la part des mêmes pays occidentaux européens, mais on est arrivé 5 ans plus tard, au moment où la CIJ allait juger, et donc devait en particulier décider est-ce qu'il y avait eu ou non agression des pays occidentaux européens contre la Serbie. Voilà. Et donc je vous donnerai la réponse un peu plus tard, qui est tout à fait intéressante. Mais d'abord, je continue donc avec ce type d'intervention. Alors, ce qui s'est passé en 2003 avec la guerre des États-Unis et de leurs alliés contre l'Irak, du point de vue du droit international, est très proche du cas de la Serbie que j'ai mentionné. En l'occurrence, il ne s'agit pas de problème de raisons présentées comme humanitaires, il s'agissait donc de la question des armes supposées de destruction massive de l'Irak. Enfin, le processus a été le même, et les États-Unis se sont appuyés sur le précédent d'ailleurs du cas de la Serbie que j'ai évoqué. Première résolution menaçant l'Irak d'usage de la force armée, pas de résolution décidant l'emploi de la force armée, mais les États-Unis ont déclaré que l'Irak n'avait pas détruit ses armes de destruction massive, donc selon eux, la résolution précédente leur donnait le droit de faire la guerre, etc., etc. Donc c'est un peu analogue. Si on prend d'ailleurs le cas de la Libye de cette année, on est dans une situation qui par certains égards est aussi proche, puisque effectivement, cette fois-là, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité sur laquelle je reviendrai, qui autorisait des opérations militaires, en particulier occidentales. Cela dit, ce n'est pas un scoop de dire, on en discutera plus tard plus en détail, que les actions militaires qui ont été menées par les pays occidentaux ont très largement outrepassé ce que disait cette résolution. Cette résolution demandait tout d'abord un cessez-le-feu et un dialogue entre le gouvernement Kadhafi et les insurgés en vue d'arriver à des réformes, et il autorisait des opérations militaires pour protéger les populations civiles. Vous connaissez la thèse des pays occidentaux. D'abord, ils ont d'abord refusé le cessez-le-feu, en prétendant que c'était Kadhafi qui n'en voulait pas, ce qui n'est pas exact. Et ensuite, ils ont mené des opérations qui visaient à détruire au profit des insurgés. À tort ou à raison, je ne discute pas sur le fond, mais je discute sur le plan du droit, mais des opérations donc, qui étaient destinées à détruire le gouvernement Kadhafi. Et en fin de compte, ils ont expliqué que selon eux, eh bien, pour protéger les civils, il fallait détruire le gouvernement Kadhafi qui voulait massacrer sa propre population. On aura l'occasion d'en discuter. Ce que je voulais dire dans cette première partie, en tout cas, c'est que les États, en l'occurrence les pays occidentaux, même quand ils agissent d'une manière qu'on peut considérer très largement comme en dehors du cadre des Nations Unies, prétendent toujours agir en liaison ou essentiellement en accord avec les Nations Unies et sont confortés dans leur thèse par le fait que le Conseil de sécurité accepte ce qu'ils font, ne proteste pas. Alors, je reviens maintenant sur le cas des interventions armées sous égide des Nations Unies. Alors, il faut rappeler que la charte des Nations Unies est très claire. Les Nations Unies elles-mêmes ne doivent pas intervenir dans les affaires intérieures d'un État.
Le seul cas où les Nations Unies peuvent intervenir par la force armée contre un pays, c'est le cas qui est du chapitre 7 de la Charte, sur décision donc, du Conseil de sécurité. C'est le cas, je cite, où il y a menace contre la paix et la sécurité internationale. Bien. Alors, depuis les années 1990, dans un certain nombre de résolutions, le Conseil de sécurité a pris l'habitude, quand il envisage ou qu'il décide des opérations militaires contre un pays, donc il a pris l'habitude de déclarer, en général sans donner explication, que la situation dans le pays représente une menace contre la paix et la sécurité internationale. Et cette idée a été reprise donc, dans les résolutions des années 2000, donc a déjà fait allusion Géraud de la Pradelle, sur la responsabilité de protéger. Et je vous cite par exemple la résolution 1674 de 2006, qui nous dit la chose suivante. Le fait de prendre délibérément pour cible des civils et de commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et des droits de l'homme en période de conflit armé peut constituer une menace contre la paix et la sécurité internationale, et le Conseil se dit donc disposé à prendre toutes les mesures appropriées, etc., y compris l'usage de la force armée. Alors, en d'autres termes, ça pose quand même un problème au niveau du droit, quel que soit ce qu'on pense sur le fond de telle ou telle intervention. Dans beaucoup de cas, les conflits internes à un pays ne représentent pas nécessairement une menace contre la paix et la sécurité internationale. Ça pouvait être, au Rwanda, c'est discutable. Dans le cas du Rwanda, d'un côté, au Rwanda, les massacres terribles qui ont eu lieu étaient circonscrits au Rwanda, ils ne débordaient pas vers l'extérieur. D'un autre côté, bon, il y a des problèmes ethniques qui se posaient au Rwanda, se posaient aussi dans d'autres pays voisins, et il y avait un conflit armé à l'époque entre le gouvernement rwandais de l'époque et le FPR, Front patriotique rwandais de Kagame, qui a pris le pouvoir par la suite, et le FPR était soutenu militairement et armé par le Burundi et d'autres pays. Donc, on aurait pu estimer qu'il y a une menace contre la paix et la sécurité internationale, mais c'est le cas précisément où le Conseil n'est pas intervenu. Si on prend le cas de la Libye, là aussi, indépendamment de ce qu'on pense sur le fond, mais il s'agit d'un conflit interne, personne ne menaçait aucun autre pays, et aucun autre pays ne s'était déclaré menacé par ce conflit. Donc, en quelle mesure y avait-il ou non, comme l'a affirmé, le Conseil a à nouveau affirmé dans sa résolution sur la Libye qu'il y avait menace contre la paix et la sécurité internationale. Bon, disons que ça pose un problème au niveau du droit, ça pose effectivement le problème de savoir aussi dans quelle mesure le Conseil est infaillible, problème sur lequel je vais revenir, c'est-à-dire dans quelle mesure quand il prend des décisions, ou qu'il affirme quelque chose, ou au contraire, qui ne prend pas de décision, qui décide de ne pas agir, par exemple dans le cas d'attaque contre l'Irak, dans le cas de la Serbie que j'ai mentionné, il a décidé de ne pas agir, pour des raisons évidentes, c'est que les pays occidentaux au Conseil avaient droit de veto, et donc le Conseil ne pouvait de toute façon pas agir. Et donc quand il prend des décisions dans un sens ou dans un autre, est-ce qu'il est infaillible, comme le pape en quelque sorte, quand le pape parle ex cathedra, c'est-à-dire que ses décisions ou son absence de décision a force de loi. Alors je vais y revenir dans un instant, mais ça c'est évidemment des problèmes, tous les problèmes que je mentionne, c'est des problèmes sur lesquels les juges pourraient être amenés à intervenir, et j'ai parlé de la Cour internationale de justice et du cas de la Serbie, c'est un cas où elle pouvait effectivement intervenir. Si vous êtes curieux, je vous donnerai la réponse plus tard sur ce qu'elle a décidé à cet égard. Mais d'abord, je voudrais dire quelques mots sur cette résolution du Conseil, sur ce texte du Conseil que j'ai cité. Le Conseil invoque le droit international humanitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce droit international humanitaire? C'est un droit qui vise en particulier à définir ce que sont les crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou éventuellement génocide, dont les responsables devraient être poursuivis, le cas échéant, au niveau international. Alors, je vais en rappeler deux règles sur lesquelles il y a consensus, telles que je vais les énoncer de manière assez vague. La première, c'est que ce sont des crimes de guerre, des attaques intentionnelles contre des populations civiles. Il y a crime contre l'humanité s'il y a politique, par exemple de la part d'un État, politique d'attaque systématique et généralisée contre une population civile. Donc ça, c'est un premier crime de guerre, un crime contre l'humanité. Et deuxièmement, sont aussi des crimes de guerre, des attaques qui sont a priori menées contre des objectifs militaires ou présumés tels, avec l'ambiguïté d'ailleurs qu'il y a sur ce qu'est un objectif militaire, enfin je passe, et donc les attaques visant a priori
des objectifs militaires, mais menées en sachant qu'elles vont causer des dommages collatéraux trop graves ou trop disproportionnés. Alors, là où il n'y a pas consensus, c'est sur les formulations et les interprétations de ces principes. Et là peut-être les juges interviendront, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et en particulier, il n'y a pas consensus sur le second, les dommages collatéraux. Et on a parlé du protocole 1 additionnel à la Convention de Genève 1977, énonçait des règles très strictes à cet égard. C'est-à-dire que le protocole n'a pas été ratifié par les États-Unis ou Israël, il n'a pas non plus, il a été, mais avec des réserves au sens juridique, qu'on a tenu déjà très sensiblement à la portée, en particulier sur cette question des dommages collatéraux, par les 5 grands pays occidentaux européens, dont la France. Et le statut de la Cour pénale internationale, 20 ans plus tard, sous influence occidentale, réduit très sensiblement le droit dans le domaine précisément des dommages collatéraux. Et ça devient très difficile de poursuivre les dirigeants d'un pays qui sont responsables de politiques causant de très graves dommages collatéraux. Ça devient très difficile de poursuivre les dirigeants sur la base du statut. Je ne dis pas impossible, hein, mais très difficile. L'idée des pays occidentaux, c'est très simple, ils ne veulent pas qu'on les embête avec les dommages collatéraux. Et donc ce qu'ils font, et qu'on a vu, par exemple, à propos de la Côte d'Ivoire ou de la Libye, bon, ils ont commis, je crois que, bon, on en discutera éventuellement plus, mais bon, 20 000 bombes de grande puissance qui ont été lancées sur la Libye, et à mesure que le temps passait et qu'ils voulaient se débarrasser du problème en Libye et détruire le régime Kadhafi, eh bien, ils ont commis de plus en plus de dommages collatéraux et de pertes civiles. Mais bon, il ne faut pas qu'on les mette en cause pour ça, et c'est difficile sur la base du statut. Ceux qui pensent d'ailleurs que si la Cour pénale internationale était saisie par exemple du cas de ce qui s'est passé à Gaza, de ce qu'Israël a fait à Gaza, que vous connaissez, s'ils pensent que la Cour pénale internationale poursuivrait les dirigeants israéliens, eh bien, ils risquent de se faire pas mal d'illusions. Parce que le statut n'est pas... Il faudrait prouver qu'il y a eu une volonté de la part des dirigeants israéliens à Gaza de massacres systématiques et généralisés de la population civile palestinienne. Et ça, premièrement, c'est pas facile à prouver. Et deuxièmement, je ne pense même pas que ça soit vrai. Je pense qu'il y a eu évidemment, des actes, comme il y a eu en Libye de la part du gouvernement Kadhafi, il y a eu des attaques contre les populations civiles dans certains cas. Mais moi, je crois que dans un cas comme dans l'autre, comme dans tout ce qu'ont fait les États-Unis, il y a plutôt de leur part une politique où il faut, dès qu'il y a l'ombre d'une présence militaire ennemie, à tort ou à raison, dès qu'il y a l'ombre du fait que telle ou telle infrastructure civile pourrait servir à l'adversaire au cours du conflit, eh bien, on y met le paquet, et tant pis pour les dommages collatéraux. Je crois que c'est ça la politique. Ça a été la politique d'Israël à Gaza, etc. Et là-dessus, il est difficile de poursuivre les dirigeants sur la base du statut, alors que ça serait une évidence qu'il faudrait les poursuivre sur un protocole de 77. Donc là aussi, eh bien, peut-être Gérard Appel pourra nous dire, mais je crois que malheureusement, les juges, dans le cas présent, ne sont pas tellement intervenus. Le procureur d'ACP est d'ailleurs, lui, intervenu dans sa déclaration de 2006 sur l'Irak, puisqu'il a souligné explicitement la différence qu'il y avait entre le statut et le protocole. Il a dit, bon, le protocole, c'est le protocole, mais moi, je suis le procureur de la Cour, et la Cour ne dit pas la même chose que le protocole. Elle restreint l'interdiction pénale concernant les dommages collatéraux au cas, et je cite ce qu'a dit le protocole, qui serait manifestement excessif, c'est lui qui a souligné, etc., etc. Bien, donc voilà pour le droit international militaire. Et alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire ou de la Libye, ce que font les pays occidentaux, ils ne parlent pas des dommages collatéraux, mais ils déclarent, ils affirment, que ça soit vrai ou non, c'est une autre affaire, ils affirment qu'il y a eu de la part des dirigeants Côte d'Ivoire, Gbagbo ou Kadhafi, il y a eu politique d'attaque systématique et généralisée, et le Conseil de sécurité, et sous l'influence des États-Unis, accepte, et dans ses résolutions, il répète la même chose, alors qu'il y a eu beaucoup de crimes commis du côté Kadhafi, malheureusement, je ne dis pas le contraire, mais dire qu'il y a eu cette politique d'attaque systématique et généralisée, ça ne me paraît pas être... Ce sont des allégations qui ne semblent pas conformes à la réalité, et donc on pourra, mais ça, on en discutera. Alors je reviens maintenant pour terminer à la question que j'avais mentionnée. Est-ce que le Conseil de sécurité est infaillible? Il prend des décisions, il dit des choses, ou il ne prend pas de décision. Par exemple, dans le cas de la Palestine, bon, ça fait des années et des années, il y a eu des résolutions demandant
exigeant d'Israël le retrait des territoires occupés. Jusqu'à présent, le Conseil de sécurité, on n'a pas vu prendre des décisions fortes pour faire respecter ces décisions. C'est un cas parmi d'autres. Alors, que dit la Charte à propos du Conseil de sécurité? Alors, je vais citer donc l'article de la Charte. Elle nous dit la chose suivante. Les États membres des Nations Unies confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. Et les membres des Nations Unies conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil. Donc ça a l'air de vouloir dire qu'effectivement, a priori, le Conseil est omnipuissant et que ses décisions, ou son absence de décision, a force de loi. Alors, cela dit, la contestation qu'on peut faire au niveau du droit international est basée, et que on va avoir des exemples, c'est basé sur les mots dans ce texte que je viens de lire, qu'en s'acquittant de ses devoirs. Donc, après tout, s'il ne s'acquitte pas de ses devoirs, on pourrait contester ses décisions. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Les premiers qui ont contesté, qui ont mis en cause le Conseil de sécurité sur cette base-là, eh bien, curieusement, ce sont les États-Unis qui ont fait ça en 1950, à une époque où ils avaient une nette majorité à l'Assemblée générale des Nations Unies, et au Conseil de sécurité, eh bien, il y avait l'Union soviétique qui avait son droit de veto. Et alors revenons à l'Assemblée générale. Est-elle un contre-pouvoir? Alors, ces pouvoirs, selon la Charte, sont très faibles et très limités. Et l'Assemblée générale, son rôle est de faire des recommandations. Ces résolutions n'ont pas de valeur contraignante, contrairement à ce que croient beaucoup de gens dans le public. Elles n'ont pas de valeur contraignante. Et en plus, l'Assemblée générale doit, dit la Charte, je cite, s'abstenir de faire des recommandations tant que le Conseil de sécurité ait saisi une question, sauf sur demande du Conseil. Alors, cela dit, les États-Unis ont quand même fait voter en 1950 la résolution 377 de l'Assemblée générale. Donc, il est question d'ailleurs aujourd'hui à propos de la Palestine, je vais y revenir, une résolution dans laquelle l'Assemblée générale se donne un pouvoir qui va au-delà de ce que dit la Charte, à savoir de pouvoir de proposer elle-même directement des actions collectives aux États membres des Nations Unies, y compris la force armée, au cas où le Conseil ne s'acquitterait pas de ses devoirs par suite de cette résolution du manque d'unanimité parmi les membres permanents du Conseil. Sous-entendu en 1950, si l'Union soviétique met son droit de veto. Alors, depuis d'ailleurs, cette résolution a été utilisée par la suite, y compris contre les souhaits de certains pays occidentaux, par exemple pour un boycott de l'Afrique du Sud au temps d'apartheid, où précisément cette résolution 377 a été utilisée pour demander à la Cour internationale de justice dont j'ai parlé un avis consultatif sur le mur en Cisjordanie occupé, que la Cour donc a estimé illégal avec les conséquences que nous savons. Avis consultatif. Alors, à cette occasion, la Cour internationale de justice s'est posé la question, mais cela dit quand même, 50 ans que ça dure, est-ce qu'elle est légale, cette résolution 377? Est-ce qu'elle est compatible avec la Charte? Le pour, le contre, comme d'habitude, c'est tout à fait intéressant à dire. Elle a conclu que, en fin de compte, la résolution 377 pouvait être appliquée. Donc là, il y a un contre-pouvoir par rapport au Conseil, contre-pouvoir de l'Assemblée générale. Dans la pratique, cela dit, c'est difficile, parce que d'abord, il y a toute une procédure à suivre, et ensuite, pour décider quelque chose, il faut deux tiers des présents et votants, c'est ce que dit, c'est comme sur toutes les questions importantes. Certaines personnes, donc à propos de la question qui est posée aujourd'hui même, d'ailleurs, de l'admission de la Palestine comme État membre des Nations Unies, certaines personnes ou certains États ont suggéré d'utiliser la résolution 377 pour faire admettre par l'Assemblée générale la Palestine, non pas seulement comme État observateur, mais vraiment comme État membre des Nations Unies à titre plein, au cas où les États-Unis mettraient leur veto au Conseil de sécurité. Cela dit, c'est une proposition qui est intéressante, mais je crois qu'elle n'est pas réaliste. D'abord parce qu'il y aura consensus au sein du Conseil de sécurité, il n'y aura pas uniquement un veto, il n'y aura pas un veto de tout le monde d'accord sauf les États-Unis. Donc on est hors du cadre de la 377. Et en plus, à l'Assemblée, pour faire
Normalement, pour qu'un État soit admis, il faut d'abord qu'il ça soit recommandé comme État membre, il faut que ça soit recommandé par le Conseil, et ensuite que l'Assemblée générale vote avec 2 tiers des voix. Et je ne suis pas sûr qu'il y aura 2 tiers des voix pour voter pour cette admission. Je ne dis pas que c'est pas mon souhait, mais bon. En tout cas, je ne crois pas que ça soit très réaliste, mais ça a été proposé. Alors, le deuxième contre-pouvoir qui peut exister au sein des Nations Unies, ben, c'est la Cour internationale de justice. Alors, je vais vous donner la réponse. Si j'ai encore 2 minutes, ça va? Alors, je vais vous donner la réponse qu'a donnée la Cour internationale de justice à propos donc, de l'attaque de l'OTAN contre la Serbie. Donc 5 ans après maintes manœuvres dilatoires, ça y est au moment où il faut juger. Et dire s'il y a eu ou non agression. Très intéressant. Alors pendant toutes ces années-là, la Serbie avait été membre des Nations Unies à titre plein, elle avait participé aux réunions de l'Assemblée générale, etc. Cela dit, 5 ans après, au moment de la délibération, la CIJ se pose doctement la question, mais après tout, est-ce que la Serbie était membre des Nations Unies en 1999 C'est vrai, c'est incroyable, mais vrai. 5 ans après, il n'en avait jamais été question avant. Mais est-ce qu'elle était vraiment membre officiellement, strictement, administrativement, en 1999, après la dislocation de l'ex-Yougoslavie? Bon, elle se pose la question, le pour, le contre, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est le rôle des juges dont parlait Jérôme Bertrabel. Et elle conclut que c'est pas clair qu'administrativement, elle était membre des Nations Unies. Alors, pour saisir la Cour, il faut être État membre des Nations Unies. Terminé. C'est fini. Donc, elle a classé le dossier. C'est, à mon avis, si je me permets, dans tout cet exposé, je vais vous donner des informations, je ne donne pas d'avis personnel, mais je vais quand même, dans cette manière-là, c'est une honte, et c'est une honte pour le droit. Enfin, c'est comme ça. Alors, je vais terminer très rapidement, rassure-toi, rassurez-vous. Donc, j'avais conseillé, enfin, c'est une manière de parler, excusez-moi, j'avais conseillé à M. Kadhafi de saisir la Cour internationale de justice. Je lui avais dit, saisissez-la, demandez-lui 2 choses. Premièrement, qu'elle déclare la résolution 1973 qui a autorisé les opérations militaires occidentales, qu'elle les déclare illégales parce qu'il n'y avait pas de menace contre la paix et la sécurité internationale. Ça aurait été un problème intéressant. Et à titre subsidiaire, je lui ai dit, Kadhafi demande à titre subsidiaire à la Cour de déclarer que les actions armées occidentales qui ont outrepassé ce que disait cette résolution étaient illégales. Pour des raisons... Et il aurait dû le faire dès le départ, dès le début de ces opérations. Je ne vois pas ce qui n'en empêchait. Il y a plusieurs mois qui se sont écoulés. Les questions auraient été posées, on en aurait parlé. Ça n'aurait pas changé le cours des choses, c'est certain, mais du point de vue du droit qui nous intéresse ici, ça aurait été tout à fait intéressant que ces questions soient posées. Pour des raisons que j'ignore, Kadhafi ne m'a pas écouté, à moins que certains d'entre vous aient d'autres informations sur le sujet. Donc la Cour internationale de justice n'a pas été saisie. Elle pouvait agir, la Cour internationale de justice, parce que précisément la France et la Grande-Bretagne acceptent par principe la compétence de la Cour internationale de justice, même s'ils font tout après pour l'empêcher d'agir. Mais sur le plan concret, enfin en principe, ils veulent montrer qu'ils sont des grands défenseurs du droit, donc par principe, ils l'acceptent systématiquement. Donc la CIJ aurait pu, et je ne sais pas pourquoi M. Kadhafi ne l'a pas fait. Alors je termine en 1 seconde, en conclusion. Alors encore une fois, dans l'exposé que j'ai fait, je ne puis pas prononcer, ça il y aura beaucoup d'interventions de conférenciers qui parlent de ça, il y aura des débats, je ne vais pas prononcer sur les problèmes de fond, savoir si indépendamment des questions du droit, telle ou telle intervention est justifiée ou n'est pas justifiée, et je ne suis pas prononcé non plus sur le fond. Est-ce qu'il serait réaliste d'introduire, par exemple, dans la Charte des Nations Unies, un droit effectivement de responsabilité protégée par la force armée pour des raisons humanitaires. Des raisons humanitaires en tant que telles, ce qui, je le rappelle, n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a menace contre la paix et la sécurité internationale. Donc ça, c'est des questions qui restent posées. Évidemment, il faudrait, si on admet le droit d'ingérence humanitaire sous l'égide des Nations Unies, encore faudrait-il préciser les critères d'application, de manière que ça ne s'applique pas, comme ça a été le cas jusqu'à présent, de manière très largement unilatérale et arbitraire. Enfin, en tout cas, ça, c'est des questions de fond qu'on peut se poser. Cela dit, au niveau du droit, il me semble quand même que ça nous concerne aussi, en particulier à notre association. Enfin, c'est un de nos rôles
de traiter ces questions du droit. Et au niveau du droit, il me semble qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent, que j'ai essayé d'évoquer dans cet exposé. Et un droit qui, comme il l'est jusqu'à présent, qui est malmené, maltraité, détourné, utilisé dans certains cas par certains États à leur profit et sans leurs intérêts, qui n'est pas dans d'autres cas, etc., est malheureusement un droit qui perd son autorité et sa valeur. Et donc pour moi, là, il y a des questions de fond. Et je ne sais pas ce que Jérôme Appareil pourra répondre sur ce que peut faire la justice et qu'est-ce que peuvent faire les juges pour essayer de faire progresser le droit à cet égard. Je vous remercie.